YouTube, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On arrive à la moitié de ce Tour de France, étape numéro 11. Et cette étape, on l'avait annoncé depuis le début, elle allait être mouvementée. 4300 mètres de dénivelé pour une longue étape de plus de 200 km dans le Massif central. Une étape qui nous emmenait au Lioran, dans cette très beau finale qui avait consacré il y a quelques années Greg Van Avermaet. Et à ce jeu-là, on avait plus ou moins parié sur une victoire de l'échappée. Que nenni, puisque l'équipe UAE a décidé encore de casser les couilles à tout le monde en ne laissant jamais plus de 2 minutes 30 d'avance à l'échappée. Tout ça pour potentiellement jouer la victoire et les bonifs pour Tadej Pogacar. Et ça n'a pas marché puisque c'est Jonas Vingegaard qui s'est imposé au Lioran aujourd'hui et qui a repris de précieuses secondes sur Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui a semblé très très affaibli dans le final de cette étape. Un coup de poker donc complètement raté de la part des UAE qui avaient déjà fait mainmise sur la première étape de haute montagne du côté de Valois. Là, c'est un coup de poker complètement raté puisqu'ils ont perdu de précieuses secondes et surtout, on a vu un Tadej Pogacar assez emprunté dans le final de cette étape, au point même de penser que Jonas Vingegaard aurait pu faire un meilleur coup en l'attaquant davantage. T'as compté Pogacar en échappée? Non, le jeu de l'échappée, ça compte que pour les échappées, hein. Ça compte pas dans les attaques des favoris. On va refaire un petit peu le profil de cette étape qui nous emmenait donc au Lioran, une étape qui payait pas trop de mine comme ça sur le profil, puisqu'il n'y avait pas des énormes pourcentages, il n'y avait pas des énormes massifs, mais quand même 4300 mètres de dénivelé positif sur 211 bornes. Ça a été la guerre du début jusqu'à la fin. On est arrivé avec plus d'une demi-heure d'avance sur l'horaire. On a eu de la bagarre pour l'échapper pendant plus de 60-70 km avant qu'enfin elle s'en aille. Et pourtant, on n'a jamais laissé de marge à cette échappée, puisque cette échappée qui était constituée de 10 coureurs, ils ont été très nombreux à tenter de la prendre, très nombreux. On a eu d'ailleurs quelques surprises dans la constitution de cette échappée. On a vu beaucoup de coureurs de Groupama FDJ essayer de la prendre et on a vu surtout des lâchers très tôt dans cette étape. On peut quand même soupçonner un retour du Covid puisqu'on a eu 2 abandons conjugués d'Alexis Renard et de Yon Izagirre, coureur de Cofidis. Le Tour de Cofidis, il est quand même très laborieux. On a eu également un Fred Wright qui a eu toutes les peines du monde à boucler cette étape et on a eu des lâchers surprenants très tôt dans l'étape. Je les ai notés là. On a eu Bilbao qui a été décroché, Van Der Poel qui a décroché très tôt, Matej Mohoric, Maxime Van Gies, Lenny Martinez qui a décroché très tôt aussi au niveau du groupe Eto. Et on a donc eu une échappée de 10 coureurs qui a mis vraiment 70 km à se dessiner. 10 coureurs assez intéressants. On retrouvait dans cette échappée notamment Ben Illy qui était placé au général, Richard Carapaz, Paul Lapera et Bruno Ramirail. On a enfin vu un bout des décathlons AG2R. Malheureusement, ce n'était pas la bonne échappée aujourd'hui. Julien Bernard, Romain Grégoire, Guillaume Martin, Oscar Ronlet, Matteo Vercher, une nouvelle fois le Lyonnais, et Oyer Lascano. Malheureusement, c'était peine perdue pour cette échappée de 10 coureurs qui a vite compris que c'était mort. C'était mort. On a vu UAE se placer en tête de peloton assez rapidement et maintenir l'écart en dessous des 3 minutes. Vraiment, il n'y a même pas eu match. On a laissé absolument aucune chance à l'échappée. Bahreïn sûrement malade aussi. Oui, Fred Wright a terminé hors délai. J'ai même noté 1 minute 54 à 100 km de l'arrivée. On n'a vraiment même pas joué au chat à la souris dans cette échappée qui a vite lâché prise de toute façon. C'est un peu dommage d'avoir une équipe UAE qui se comporte de cette façon-là. Alors vous allez me dire, ils ont tout à fait le droit de le faire. Le pari des UAE sur cette étape, je pense que c'était de miser sur un final qui était relativement favorable à Tadej Pogacar. Je vais vous le remontrer, le final. Vous voyez, il y avait un enchaînement de difficultés et une arrivée en faux plat montant qui aurait dû correspondre à Tadej Pogacar. Je pense que le plan du côté de UAE, c'était de filer les bonifs à Pogacar. Il y en avait en haut du col de Pertu et il y en avait à l'arrivée. Il y avait potentiellement 18 secondes de bonif à aller chercher du côté de Tadej Pogacar et ça n'a pas fonctionné puisque Tadej Pogacar s'est incliné face à Jonas Vingegaard. Il a attaqué à 32 km de l'arrivée, Tadej Pogacar. À ce moment-là, on s'est dit oula les problèmes. On a vu qu'il a tout fait péter. On a eu Tadej Pogacar qui a distancé Vingegaard, lui-même qui a distancé Remco Evenepoel, qui lui-même s'est retrouvé avec Roglic dans la descente. Donc on a les 4 favoris, le quatuor, les 4 fantastiques pour le classement général qui sont dans l'ordre de manière générale, même si on a vu peut-être un Evenepoel
légèrement supérieur à Primoz Roglic qui s'est viandé la gueule, mais on verra si ça va se confirme dans la très haute montagne. Ils ont tenté le all-in. Ouais, ils ont tenté le all-in, mais je trouve ça relativement mal joué de la part de UAE pour deux raisons. La première, c'est qu'à vouloir verrouiller les échappées, ils vont finir par se faire des ennemis. De deux, leur tactique n'a pas fonctionné avec Pogačar puisqu'il a perdu un tout petit peu de temps, hein, mais il a perdu du temps, il a perdu l'ascendant psychologique sur Jonas Vingegaard. Et de trois, il y a quand même un truc qui me dérange un petit peu dans la stratégie de UAE. C'est-à-dire que eux, ils ont encore 4 coureurs placés au général. On a Ayuso, on a Yates, on a Tadej Pogačar et on en a un quatrième que j'ai oublié, aidez-moi, Almeida. Les 4 sont placés au général. En phase 2, ils ont Vingegaard, dont l'équipe est quand même assez faible. On voit que très vite, Vingegaard se retrouve isolé dans l'école. Il n'y a pas Sepp Kuss, il n'y a plus Roglic, évidemment. Est-ce que le bon move de la part de UAE, ce ne serait pas de forcer Vingegaard à rouler en envoyant une cartouche secondaire à l'avant? Un peu comme Adam Yates l'an dernier. Là, on se retrouve très rapidement dans une situation où jamais UAE ne se sert de sa supériorité numérique dans l'école. On se retrouve rapidement avec un duel entre les deux. Et au duel, c'est Vingegaard qui s'est imposé aujourd'hui. Que se passerait-il si UAE choisissait d'envoyer Ayuso aux avant-postes, envoyer Almeida aux avant-postes? Est-ce que Vingegaard roulerait? Est-ce qu'on jouerait un petit peu avec les couilles des Jumbo-Visma pour voir si ça fonctionne? Moi, j'ai un peu de mal avec cette stratégie qui consiste à ne pas se servir de ses équipiers. C'est bien beau d'avoir un train, mais à un moment donné, la tactique dans le vélo, c'est aussi faire ce qu'a fait Vingegaard avec Roglic dans le col du Granon. C'est le mettre sous pression, profiter du fait qu'il soit isolé pour l'obliger à travailler. Là, on a Pogačar qui court comme Pogačar, c'est-à-dire qu'il sait faire qu'une seule chose, attaquer, mais il n'y a pas beaucoup de tactique dans cette équipe. Et vous allez le voir, je vais vous montrer là le classement général. À quoi ça sert quand on est UAE Team Emirates de se retrouver avec Pogačar 1er, Almeida 5e, Adam Yates 8e et Juan Ayuso 9e. Est-ce que c'est pas le moment à un moment donné de foutre un peu le bordel? Puisque quand on regarde le classement général, oui, Pogačar est en tête. Oui, il a une avance qui est relativement confortable sur Evenepoel et Vingegaard, mais une minute, ça part vite, hein. Une minute, ça peut partir en 2 étapes de montagne, voire une seule. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir la jouer tactique, puisqu'on a vu aujourd'hui que Vingegaard, il a les jambes. Et peut-être que Pogačar les a pas tant que ça. Alors, on peut imputer sa méforme d'aujourd'hui à une probable fringale. On l'a vu se servir à la moto neutre. On a senti que son sprint, il était avec les jambes en feu. Il avait 30 secondes d'avance. À un moment donné, il les a toutes perdues. Et heureusement pour Pogačar que Vingegaard ne l'a pas attaqué, parce que je suis pas certain qu'il aurait réussi à suivre. Mais je trouve que l'équipe UAE, depuis le début du tour, la joue très mal. Ils ont la chance d'avoir 4 coureurs, 4 potentiels vainqueurs de grand tour, hein, parce que Ayuso, parce que Adam Yates, parce que Joao Almeida, ce sont des coureurs qui peuvent jouer le podium du Tour de France tranquille, tout seuls comme des grands. Et on se sert pas d'eux. On se sert d'eux comme des larbins, comme le Team Sky, mais on devrait, à un moment donné, lancer un de ces mecs-là à l'attaque et voir ce qui se passe. Est-ce que Remco Evenepoel irait chasser Almeida ou Ayuso? Est-ce que Vingegaard se sentirait menacé par l'un de ces mecs-là? Mais quoi qu'il arrive, il va falloir le forcer à travailler, Vingegaard, puisqu'il a décidé de la jouer conservateur. Donc quand on voit ce que fait Vingegaard, c'est-à-dire qu'il est distancé par Tadej Pogačar, il perd 30 secondes, il reprend les 30 secondes, il se cale dans la roue de Pogačar et il attend. Ça veut dire qu'il a une sacrée confiance en sa capacité à distancer Tadej Pogačar dans la haute montagne. Et si Pogačar est effectivement moins fort que lui dans la haute montagne, il va falloir compter sur ses équipiers. Là, ce sera peut-être déjà trop tard. On a eu des opportunités d'essayer de tester Vingegaard. On a vu à Valloire, il a essayé, ça n'a pas suffi. Il a pris une trentaine de secondes, c'était bien, notamment dans la descente, mais ça n'a pas suffi. Peut-être qu'à mesure qu'on va se rapprocher de la très haute montagne, ça risque d'être un peu tard. Peut-être qu'on aurait pu déjà éliminer de la course Jonas Vingegaard, ou même tout le monde, on aurait pu écraser le tour. Pour l'instant, tout le monde est encore dans la course, y compris Roglic et Evenepoel, même si on a bien compris qu'ils étaient légèrement en dessous. Mais attention, parce que moi je trouve que Jonas Vingegaard, il est très mal accompagné sur ce Tour de France, c'est pas de sa faute, Sepp Kuss a déclaré forfait au dernier moment. Et si UAE ne se saisit pas des opportunités de tuer les concurrents, il risque de le payer très cher. On a vu que Remco Evenepoel était mal aujourd'hui. Il a réussi à limiter la casse à hauteur de 30 secondes grâce à Roglic aussi, mais aussi parce que ça s'est pas trop entendu devant. Je trouve que Pogačar ne se méfie peut-être pas assez de Vingegaard et la joue pas assez tactique, que Vingegaard ne se méfie peut-être pas assez de Remco Evenepoel et de Primoz Roglic, et que derrière, Remco Evenepoel et Primoz Roglic font ce qu'ils peuvent, mais pareil, ne s'appuient peut-être pas assez sur des potentiels coups de panache, quoi. Donc voilà, merci French Baguette pour le 18e mois.
Donc je trouve cette étape assez intéressante sur ce qu'elle raconte. Elle raconte un Vingegaard qui n'a pas pleinement confiance en ses jambes. On l'a vu en larmes à l'arrivée, très ému de revenir d'entre les morts, hein, parce qu'on rappelle qu'il y a encore 3-4 mois, Vingegaard, on se demandait s'il n'allait pas finir comme Froome, avec un pneumothorax percé et compagnie. Elle en dit assez long sur le sens tactique, à mon sens, de Tadej Pogačar et de l'équipe UAE qui ne bénéficie pas de sa puissance monstrueuse, et elle en dit aussi malheureusement assez long sur les limites de Remco Evenepoel dès que la montagne s'élève. J'ai bien peur que Remco Evenepoel soit assez rapidement largué quand on arrivera du côté du plateau de Bay ou du plat d'Adey. J'ai peur que ce soit un léger sursis, parce qu'aujourd'hui l'étape elle était dure, mais c'était une étape qui était plutôt favorable à Remco Evenepoel en réalité. C'était des faux plats montants, c'était une étape qui était relativement longue, il y avait beaucoup d'efforts à faire sur le plat. Quand on va arriver sur des enchaînements de cols absolument dégueulasses comme le Tourmalet, bon courage, Remco. Bon courage. UAE, c'est le PSG. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Il y a un peu ça. Et vraiment, je me pose la question de savoir si Vingegaard n'a pas raté le coche aujourd'hui. Est-ce que Vingegaard n'aurait pas dû tenter d'achever Pogačar quand il a vu que Pogačar était la tête dans le guidon? Je pense qu'il y avait moyen. Il était en... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on l'a vu faible. Pogačar, on l'a vu faible, j'avais un sentiment qu'il avait une fringale, effectivement. Mais s'il a une fringale, ça veut dire qu'il y a quand même une erreur de débutant à un moment donné, de ne pas s'alimenter au bon moment, donc un manque de lucidité, et un manque de lucidité de la part de son équipe aussi. Je pense que ça va lui coûter très cher à terme, ça. Ça va lui coûter très cher. Sur Saint-Lary, je fais attaquer Yates et le Blas du Plat d'Adey. Je pense que le salut de l'équipe UAE doit venir des équipiers. Elle doit venir d'un Joao Almeida qui part devant, d'un Simon Yates, d'un Juan Ayuso. Et doit venir de la capacité à prendre des risques. Parce que pour l'instant, l'équipe UAE, elle ne prend pas de risques. Hein. Pour l'instant, l'équipe UAE, elle est tranquille dans son fauteuil avec ses gros zinzins, là. Nispolite qui fait 100 km de bourre sur le plat. Ensuite, on a du Ayuso, on a du Yates, on a du Almeida, il y en a partout, ils en foutent partout. Mais ça joue petit bras, ça joue au train, ça joue à la rampe de lancement pour Tadej Pogačar. On a, à mon sens, beaucoup trop confiance en les capacités de Tadej Pogačar sur ce Tour de France. Et il y a des Tours de France qui sont gagnés par les équipiers, par les capacités des équipiers à mettre dans le rouge un adversaire. Et là, on n'appuie pas sur l'absence de puissance de l'équipe Visma dans ce Tour de France. Il faut appuyer dessus. Un coureur tout seul qui est favori, il ne peut pas gagner si on l'attaque de part et d'autre. Et il va falloir que cette équipe UAE, elle se reprenne un peu en main. Elle n'est pas si forte que ça. Elle n'est pas si forte que ça. Donc oui, moi j'attends, pas demain, pas après-demain, mais ce week-end, des tentatives de loin, de la part d'Adam Yates, de la part d'Ayuso, de la part de Almeida. Il va falloir. Alors effectivement, des attaques d'Almeida, on n'en a pas vu beaucoup ces derniers temps. Mais si personne ne roule derrière Ayuso, Pogačar va y aller lui. Il faut mettre Jonas Vingegaard en situation de danger. À partir du moment où vous le mettez dans le rouge, vous mettez toute son équipe dans le rouge. On a vu que Jorgensen, ça suffisait pas. Jorgensen, il pète assez vite. Van Aert, il n'a pas la forme. Si vous vous retrouvez dans une étape comme celle de samedi ou de dimanche, après le premier col, avec Vingegaard qui est esselé, et que vous envoyez Adam Yates ou Juan Ayuso devant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va rouler derrière ces mecs-là? Et si vous vous retrouvez, on va revoir le classement général, mais si vous vous retrouvez avec un Almeida qui se retrouve avec 2-3 minutes d'avance, et que personne roule derrière, bah vous remettez Almeida dans le jeu, et vous avez jamais envie de remettre un Almeida dans le jeu, parce qu'un Almeida c'est un poison, hein. Almeida il décroche jamais, hein. Almeida c'est votre ex toxique, hein. Vous pensez que vous en êtes débarrassé, et elle revient vous appeler 3 mois plus tard, donc attention. Et moi je pense que si Pogačar veut pas se faire baiser ce Tour de France, il va falloir à un moment donné que ça joue avec les couilles de Jonas Vingegaard en envoyant Almeida ou Yates devant. Il va falloir les envoyer dans l'échappée, il va falloir des épouvantails, ou alors, à défaut, des relais pour une rampe de lancement. Alors, on peut imaginer que s'ils attaquent très tôt dans l'étape, ils seront coursés par les Visma, mais quand on aura passé un gros col, qu'on aura vissé dans le gros col, je dis n'importe quoi, mais imaginons, on est dans l'étape de dimanche, vous avez le Tourmalet, vous vissez dans le Tourmalet, il n'y a plus personne autour de Visma, il y a un groupe de 10, on bascule, et dans ce groupe de 10, bah vous envoyez Ayuso, Almeida, devant dans le dernier col. Qui va rouler? Qui va rouler? Donc voilà, moi je pense que l'absence de Sepp Kuss, c'est le truc qui peut faire gagner Pogačar, même s'il n'est pas meilleur que Vingegaard. Et il va falloir qu'il le fasse. Il va falloir qu'il le fasse. Donc là, on a 2 étapes qui vont venir, qui sont des étapes de transition, voire de sprint. On va quand même espérer qu'on ait des échappées. Et ensuite, on arrivera dans le money time. Parce que les étapes qui vont arriver, on aura samedi-dimanche un doublé montagneux absolument monstrueux.
Ensuite, on aura la journée de repos, puis une deuxième journée de repos, puisqu'on aura l'étape de Gruy-en-Nîmes qui sera une énorme sieste. Et après, ça va pas arrêter. Hein. Après, on aura de la moyenne montagne, de la haute montagne, partout jusqu'à Nice, ça va être le bordel. Et ce sera peut-être déjà trop tard. Donc voilà, moi je suis curieux de voir ce que va faire Tadej Pogačar maintenant qu'il a pris quand même un coup derrière la nuque, parce qu'on lui a prouvé aujourd'hui que Vingegaard il a les jambes, et que Vingegaard il va pas le décrocher, et que Vingegaard il fait un marquage à la culotte, et que la minute de retard elle lui fait pas du tout peur. Donc il va falloir agir du côté du AE. Parce que pour moi, aujourd'hui, Jonas Vingegaard est repassé favori du Tour de France. Jonas Vingegaard est repassé favori parce que Tadej Pogačar n'arrive pas à le décrocher, et ça laisse sous-entendre que dans la très haute montagne, Vingegaard va être meilleur que Pogačar. Et donc, fort de ce constat, l'équipe UAE doit utiliser d'autres recettes. Pogačar n'est pas le meilleur sur ce Tour de France. Ou en tout cas, il laisse penser qu'il n'est pas le meilleur. Peut-être j'aurai tort ce week-end, peut-être que vous pourrez clipper en disant « Regardez, il connaît rien en cyclisme ». Mais j'ai le sentiment qu'il va falloir tenter des trucs. Il va falloir être audacieux. Et ça ne nous fera pas de mal d'avoir une équipe UAE un petit peu audacieuse sur ce Tour de France, parce que pour l'instant, à part rouler comme des gogoles, ils ne savent pas faire grand-chose. Hein. Tu le vois attaquer Vingegaard dans la haute montagne, bien sûr. De toute façon, Vingegaard, il n'a pas le choix. Il a besoin d'attaquer. Il a 1 minute 10 de retard sur Pogačar. Il ne peut pas se contenter d'arriver au chrono à Nice avec 1 minute 10. Donc quoi qu'il arrive, Vingegaard, s'il veut gagner ce Tour de France, il doit récupérer du temps dans la haute montagne. Heureusement pour lui, on a des étapes monstrueuses qui arrivent. Des étapes absolument monstrueuses. Je vais vous les citer une par une. Là, on a les 2 étapes qui arrivent qui sont nulles à chier. Aurillac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Pau, c'est pourri. Ensuite, on a l'étape de Pau jusqu'à Saint-Lary-Soulan. Ce sera 4000 mètres de dénivelé positif. On aura le Tourmalet, la Hourquette dans 6 ans et le Plat d'Adet. Ensuite, on aura Loudanviel jusqu'au plateau de Beille. Ça, ce sera 5000 mètres de dénivelé positif. Et là, on aura Persoudre, Morne, Portet d'Aspet, Col d'Agne, Port de l'Ers et le plateau de Beille. Donc déjà, là, il y a moyen de faire des gros écarts. Et derrière, on aura Gruy-en-Nîmes, on aura 2 étapes de transition qui, elles, seront pour les échappés, entre Saint-Paul-Trachâteau et Super-Dévoluy et Gap et Barcelonnette. Et ensuite, on aura les 2 étapes de débiles. Hein. Les 2 étapes de gros débiles, qui sont Embrun, Isola 2000, qui va nous emmener à 2800 mètres d'altitude. Et ensuite, on aura le Royal Rumble de Paris-Nice, là, qui nous emmènera à la Couilleule, en passant par le col de Brosse, Turigny, la Colmiane et la Couilleule. Donc là-dessus, nécessairement, Jonas Vingegaard, il va devoir reprendre du temps. Mais s'il est supérieur à Pogačar, il va lui reprendre 20 ou 30 secondes par étape. Et ça, il faut le contrer. Ça, il va falloir le contrer. Coucou Charlie, je m'y connais rien en cyclisme parce que des Français gagnent des étapes. Oui, il y a 4 victoires d'étape pour l'instant. C'est pas mal. Donc voilà, moi je pense que Vingegaard, il va attaquer dans le Plat d'Adet, il va gagner au Plat d'Adet et il va reprendre du temps dans le Plat d'Adet. Il y a un monde où il finit avec une avance ultra confortable, puisqu'on voit bien que Roglic et Evenepoel sont en dessous. Et moi, je suis inquiet pour Pogačar. 3. Il y a eu Bardet, il y a eu Vauquelin et... Merde, c'est lequel le dernier? Vauquelin, Bardet et Turgis. 3. Excusez-moi. Turgis. Voilà, donc l'étape de demain, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on s'est bien amusé, je vous ai même pas montré le classement de l'étape, parce que je pars du principe que vous l'aviez en tête, mais donc victoire de Jonas Vingegaard dans le même temps que Tadej Pogačar, Evenepoel 3, Roglic 4, et derrière le reste du peloton, avec donc Ciccone qui est plutôt surprenant hein, dans l'absolu, Félix Gall qui prend 2 minutes 38, Mikel Landa qui finit à 1,49 et qui sera quand même d'une grande aide pour Evenepoel dans la haute montagne, parce qu'il a quand même les bonnes jambes. Merci Tutur pour le prime. Voilà, l'étape de demain. Bon, l'étape de demain, c'est pas l'étape du siècle. Voilà, donc on va passer rapidement dessus. Aurillac, Villeneuve-sur-Lot. Il y aura quand même 2000 mètres de dénivelé positif, mais en vrai, le final laisse à penser qu'on va arriver au sprint. Il y a encore trop d'enjeux au maillot vert. Il y a encore trop d'équipes qui n'ont pas gagné. C'est suffisamment cabossé pour qu'Arnaud Delis puisse éventuellement tirer son épingle du jeu. C'est plus de 200 bornes. Je pense que demain, ce sera toujours pas une étape pour l'échapper. Et Agen-Pau, non plus. C'est un tour pour sprinter quand même. Hein. Roglic pas reclassé avec Remco. Si, il a été reclassé avec Remco, Roglic. Demain, c'est rompiche. On peut quand même espérer que ce soit une échappée. Il y a quelques petits puntos pour le maillot à pois, mais c'est pas suffisamment... On a vu à quel point le peloton était écœurant avec les échappées. Je pense que demain, ce sera de nouveau le cas et qu'on aura de nouveau un sprint du côté de Villeneuve-sur-Lot. Parce que Philipsen, s'il veut gagner le maillot vert, il doit reprendre des puntos à Binyam Girmay. Il n'y a plus 1000 occasions de le faire. Binyam Girmay, il a quoi, 70 points d'avance. Donc il faut qu'Jasper Philipsen gagne des sprints
pour repasser devant Binyam Girmay. Donc il n'a pas trop le choix, Jasper Philipsen. S'il veut gagner le maillot vert, il y a 7 étapes, il y a celle de Pau, il y a celle de Nîmes, et après on remballe. Donc je pense que les 3 dernières étapes qui avaient un peu hésitation entre échappée et sprint, eh ben, ce sera sprint. Donc j'ai malheureusement pas trop d'espoir pour l'échappée demain. Si on parie sur pas d'échappée, on gagne des points. J'ai hésité à faire ça, un barème où si vous pariez pas sur d'échappée, vous marquez un point. Ça pourrait être pas mal, hein. Le jeu de l'échappée, très bonne transition. Le jeu de l'échappée, le vainqueur du jour, c'est Gunner TT qui a fait un très beau 5 sur 10 avec Julien Bernard, Oyer Lascano, Paul Lapera, Romain Grégoire et Ben Illy. Bravo à lui, il prend la tête pour cette semaine. Logique, il n'y avait pas d'échappée hier. Au niveau du classement général, un petit changement puisque Monsieur Dorian prend la tête devant Damiano. Alors ça se joue au temps, hein. Ça se joue au temps, donc ils sont à égalité aux 2 premières places. Tutur qui est 3e, Mick Dovakin qui était en tête repasse à la 4e place, Mazou est 5e. Voilà, c'est toujours très tassé, hein, du côté des échappés. On aura plus d'occasions de faire des écarts dans les étapes qui arriveront à partir de ce week-end, je pense. Voilà pour l'échappée. Demain, comme vous l'avez deviné, ça va pas être l'étape du siècle pour le jeu de l'échappée. Je vous ai quand même mis une petite sélection. Bon, ça commence à être un peu laborieux, hein, sur ces étapes-là. Je suis même pas sûr qu'il y ait d'échappée demain. Je vous ai mis Jonas Abrahamsen. Je vous ai mis Stéphane Kung et Kevin Geniette parce que je me dis que Groupama FDJ ils vont quand même devoir se montrer et que Stéphane Kung il gagnera pas le dernier chrono, donc peut-être qu'il va vouloir se montrer. Je vous ai mis Marco Haller qui a essayé de sortir aujourd'hui. Hot Christian Eiking aussi, c'est un terrain qui peut lui convenir à peu près tout en punch éventuel. Guillaume Boivin, Dorian Godon, Jordan Gégat, Mathieu Borgodeau, Fabien Grélier, voilà les usual suspects. Bon, je vous avoue que c'est sans conviction ce jeu de l'échappée. Ce sera également sans conviction pour l'étape à Agen-Pau. Et après, on pourra rigoler un petit peu. Pourquoi Charlie est énervé? Je suis énervé parce qu'il n'y a pas d'échappée. Il n'y a jamais d'échappée sur ce Tour de France. Ils ne veulent pas les laisser partir. Ils veulent pas les laisser partir. Et premier degré, c'est un truc qui commence à m'agacer un petit peu parce que ça fait ouin-ouin du côté du peloton quand on a des étapes qui sont faites uniquement pour les punchers, on met des bosses partout. Mais quand on met des étapes full plat promises au sprint, le peloton veut pas laisser plus d'une minute à l'échappée. Et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, quand il y a une étape tout plat, on doit laisser un peu de marge aux échappées, c'est le jeu. Sinon, on vous met plus d'échappées tout plates, on vous met plus d'étapes tout plates. Donc les sprinters, les équipes de sprinters, elles peuvent pas d'un côté se plaindre parce que les étapes sont trop punchy et que du coup c'est pas des vraies étapes de sprinters, pour ensuite sur les étapes de full plat refuser que des échappées prennent 3, 4, 5 minutes. C'est le jeu, on joue au jeu du chat et la souris et à 98% du temps ça sourit au peloton, mais là les étapes de plat, on a vu que les équipes de sprinters étaient là genre non, on sort pas, on se fait chier toute la journée. Donc ça m'ennuie un petit peu quoi. Tu penses quoi du chemin, du coup de gueule de je sais plus quel directeur sportif, c'est plein des chemins blancs. Moi je suis d'accord avec Jean-René Barnaudot qui dit que le Tour de France c'est un diplôme de coureur et que donc tous les types de courses cyclistes ont leur place sur le Tour de France, pas tous les ans, pas des pavés tous les ans, pas des chemins blancs tous les ans, mais c'est normal qu'on ait un peu de variété, ça peut pas être que de la montagne et du chrono et des sprints, c'est normal qu'il y ait un peu de variété là-dessus. Aujourd'hui les chemins blancs, ça fait partie du vélo, les chemins blancs, les chemins un peu boueux, le gravel, les chemins pas goudronnés, on a le Trobreléon qui est une des plus belles courses de l'année, les Strade Bianche qui est une des plus belles courses de l'année, Paris-Tour ils ont mis des chemins de vie, ça me semble pas déconnant qu'on en ait sur le Tour de France, et ceux qui ont craché là-dessus, on se rend bien compte que ça donne des étapes qui sont super intéressantes à suivre, et qui ne fausse pas le classement général, et qui ne crée pas non plus la bérésina au niveau des chutes et des dégâts. Donc moi je trouve que c'est une vraie réussite, cette étape de 3, et qu'il en faudra davantage à l'arrivée. Merci Fielrine pour ton 56e mois, merci beaucoup. Voilà, les DS sont jamais contents de toute façon. On a terminé ce débrief. Avant de terminer, je voulais en placer une pour le virage Bardet, parce que je trouvais ça très chouette, qu'il y ait une petite mobilisation pour Romain Bardet, qui est un immense coureur et un chouette mec en plus. Voilà, ça a fait très plaisir à voir. Il s'est arrêté, il a tapé dans les mains, c'était très cool. J'espère pour lui que ça lui aura fait plaisir, et j'espère qu'il y aura de nouveau un virage Bardet sur le Dauphiné l'an prochain, quand il prendra sa retraite. Et je voulais aussi parler du tour de 3 équipes françaises, parce que autant Total Energy a réussi son tour, autant Arkea BNB a réussi son tour, autant le tour des Cofidis, il est quand même particulièrement laborieux. On a eu 2 abandons aujourd'hui. On a eu Cédric Vasseur qui a gueulé sur Axel Zing quand il décidait de s'amuser un peu en échappée. C'est quand même un petit peu dommageable que l'équipe Cofidis soit un temps à la rue. J'ai perdu ma claquette.
Attendez, je récupère ma claquette. Du côté de Decathlon AG2R, j'espère que la montagne va permettre d'avoir un peu plus d'action du côté des échappés, parce que pour l'instant, effectivement, on n'a pas des résultats très probants du côté de Decathlon AG2R. J'ose espérer que Nance Peters, que Nicolas Prodhomme, que Félix Gall vont pouvoir s'illustrer dans la haute montagne. Et Groupama FDJ, encore un coup dans l'eau aujourd'hui. On a réussi à placer Romain Grégoire à l'avant, mais c'est un des premiers à avoir décroché de l'échappée. Alors, en vrai, il n'y avait pas grande raison de s'accrocher, hein. Mais je l'avais coché cette étape, je me suis dit qu'ils allaient tous tenter d'y aller, ils ont essayé, ça a été compliqué. On va quand même espérer que ce week-end, on verra peut-être des coureurs à l'avant. Peut-être que le coup de poker raté des UAE cette semaine va nous permettre d'avoir un petit peu plus de marge pour l'échapper. On va peut-être essayer de jouer petit bras et d'éviter les bonifs pour Vingegaard. En tout cas, j'espère qu'on va avoir des occasions de voir ces trois équipes-là qui n'ont pas encore briller un petit peu plus. Voir peut-être un Félix Gall, essayer de faire des rapprochés au général avec des échappés, voir éventuellement un Guillaume Martin s'illustrer du côté de Cofidis et surtout du côté de Groupama FDJ. On a vu Lenny Martinez encore en difficulté aujourd'hui, ça risque d'être compliqué, mais on a vu un David Gaudu en forme à 3. Moi, j'attends beaucoup de David Gaudu sur les étapes de ce week-end et j'y crois très fort. Voilà. On a terminé ce débrief. Demain, on fera probablement une nocturne pour parler un peu de tout, puisque de toute façon, l'étape risque pas d'être très intéressante. Merci à ceux qui suivent ce débrief de façon régulière, tous les soirs, tous les jours. Ceux qui prennent le temps d'aller mettre des pouces et des commentaires sur YouTube ou de s'abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. On continuera comme ça pendant encore toute la deuxième moitié du Tour de France. Voilà, merci à vous, bisous, à bientôt.